Si vous commettez un crime, vous devez purger votre peine. Peu importe qui vous êtes. Que vous soyez Nicholas Lindsay, qui a souri pendant sa condamnation, ou Danta Wright, qui s'est activement moqué des victimes de ces crimes meurtriers, le tribunal a montré à ces jeunes fous qui est le patron. Luciano Lewis. Par une soirée glaciale, le 11 décembre 2019, une tragédie a frappé à Morningside Park, à New York. La victime, Tessa Major, âgée de 18 ans, était une étudiante prometteuse du premier semestre au Barnard College, une école réputée et exclusivement féminine située à Manhattan. Connue pour sa passion pour le journalisme, la musique et l'activisme, Tessa était une journaliste en herbe et une bassiste talentueuse promise à un bel avenir. La nuit fatidique a commencé alors que Tessa se trouvait dans le parc, absorbée par son téléphone, sans se rendre compte du danger qui se rapprochait. Le danger se présentait sous la forme d'un trio de jeunes agresseurs. Rashawn Weaver, 16 ans, Zier Davis, 13 ans, et Luciano Lewis, 14 ans. Leur plan était de voler les gens dans le parc, un plan qui a malheureusement pris une tournure violente. Rashawn Weaver a été le premier à agir. Alors que lui et ses complices s'approchèrent de Tessa, il a lancé une attaque brutale. Il lui a donné un violent coup de pied dans le dos, la faisant trébucher. Ignorant ses tentatives de défense, Weaver a exigé son argent en criant « Donne-moi ton argent, fais tes poches, je ne joue pas !» L'agression s'est rapidement intensifiée et Weaver a poignardé Tessa à plusieurs reprises dans la poitrine avec un couteau. L'attaque était vicieuse et le manteau de Tessa a été transpercé, faisant voler des plumes dans l'air. Les témoins et les dépositions au tribunal ont révélé les détails horribles de l'attaque. Malgré la violence qui se déroulait autour de lui, Luciano Lewis, qui a également participé à l'agression, a affirmé qu'il ne s'était rendu compte que le lendemain matin que Tessa était gravement blessée. Il a affirmé qu'il ignorait l'étendue des blessures de Tessa jusqu'à ce qu'il voie sa photo dans les journaux, à côté d'informations faisant état de sa mort. Au cours de la lutte, Lewis aurait bloqué la tête de Tessa tandis que Weaver poursuivait son agression. Une fois l'acte accompli, Weaver s'est vanté auprès de Lewis d'avoir été mordu pendant l'attaque, un détail qui n'a fait qu'ajouter à l'horreur de la situation. Il ressort clairement des témoignages que l'agression a été chaotique et brutale, les agresseurs faisant preuve d'un mépris choquant pour la vie de Tessa. Après l'agression de Tessa Majors, les caméras de sécurité ont filmé ces derniers instants. On la voit monter en titubant les escaliers de Morningside Park avant de s'effondrer devant un poste de garde. À la suite de l'attaque, le système judiciaire a agi rapidement. Zier Davis, le plus jeune du groupe, a été jugé en tant que mineur. Il a plaidé coupable de vol au premier degré et a été condamné à 18 mois de détention. Luciano Lewis, qui a également participé à l'attaque, a plaidé coupable de meurtre au second degré et de vol au premier degré et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 9 ans à la perpétuité. Lors de sa condamnation, il était difficile de voir ce qu'il pensait avec le masque sur son visage. Mais on pouvait lire le regret dans ses yeux. Le visage d'un garçon qui sait qu'il a vraiment fait une bêtise. Rashawn Weaver, qui avait déjà commis un autre vol avec violence et joué un rôle important dans le meurtre, a plaidé coupable de meurtre au second degré, de vol au premier degré et de vol au second degré. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement allant de 14 ans à la perpétuité. Dans les mois qui ont précédé la mort de Tessa, Morningside Park a connu une augmentation des vols, dont beaucoup impliquèrent de très jeunes suspects. Cette tragédie a mis en évidence la montée de la violence juvénile dans la région. Malheureusement, la victime de notre prochaine affaire, l'agent David Crawford, est décédé à cause de ce type de violence juvénile, tué par Nicholas Lindsay, qui a souri lors de sa condamnation. Nicholas Lindsay. Pour la troisième fois, Nicholas Lindsay a dû faire face à une douloureuse réalité pour le meurtre, en 2011, de l'agent de police David Crawford, à Saint-Pétersbourg. Dans une salle d'audience comble, remplie de la famille éplorée de Crawford, d'amis et de dizaines de policiers, le juge de circuit de Pinellas Pasco, Thane Covert, a lu méticuleusement une ordonnance de 26 pages confirmant que Lindsay, aujourd'hui âgé de 21 ans, devrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. C'est une situation tragique, a déclaré M. Covert. Un officier de police a perdu la vie. Sa famille, ses amis et ses collègues ont perdu un membre précieux qui servait cette communauté avec courage. Ce jeune homme a perdu sa capacité à vivre librement pendant de nombreuses années. Le crime qui a changé à jamais la vie de tant de personnes s'est déroulé au cours d'une soirée apparemment ordinaire. Le 21 février 2011, l'agent David Crawford, qui compte 25 ans d'ancienneté dans les forces de l'ordre, a répondu à un signalement d'effraction potentielle de voiture près de la 8e rue et de la 3e avenue S. Alors qu'il s'approchait d'un jeune Nicholas Lindsay, la situation a dégénéré en une confrontation mortelle. Lindsay, armé d'un pistolet qu'il avait acheté pour 140 $, a tiré 5 fois sur Crawford. L'officier, qui était sorti de sa voiture de patrouille en tenant seulement un bloc-notes, a succombé à ses blessures sur place. En conséquence, il a été inculpé de meurtre au premier degré. Lindsay n'avait que 16 ans au moment du meurtre.
Mais en vertu des nouvelles lignes directrices relatives à la détermination de la peine pour les mineurs, il a droit à un réexamen de sa peine au bout de 25 ans. Malgré son jeune âge, la nature brutale de son crime exigeait une réponse sévère. Les avocats de la défense ont plaidé pour une réduction de la peine à 40 ans, citant les efforts de réhabilitation de Lindsay en prison, notamment l'obtention de son diplôme d'études secondaires et la participation à plusieurs cours. Cependant, l'accusation a répliqué en présentant des preuves du comportement violent continu de Lindsay en prison, notamment 10 rapports disciplinaires pour s'être battu, avoir agressé un autre détenu et avoir possédé des objets de contrebande tels que de la marijuana et un téléphone portable. On ne peut pas dire que les actions de l'accusé reflètent un fort potentiel de réhabilitation, a fait remarquer le juge Covert. Son comportement violent s'est poursuivi depuis le meurtre. Cependant, le parcours juridique qui a conduit à la condamnation à perpétuité de Lindsay a été semé d'embûches. Condamné initialement en 2012 à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, le cas de Lindsay a été réexaminé à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis déclarant inconstitutionnelles les peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoire pour les mineurs. En 2013, il a été condamné à nouveau à la prison à vie. À ce stade, Lindsay n'était pas du tout intéressé par la sentence, ne montrant aucun remords et se montrant nonchalante au tribunal. Il a même souri au tribunal lorsque le juge a relu la sentence. Mais l'absence de remords n'a pas échappé à Amanda, la fille de David Crawford. De nouveau, en 2014, après l'adoption par l'Assemblée législative de Floride d'une loi imposant une peine minimale de 40 ans pour les meurtres au premier degré. Malgré les pressions exercées par la défense en faveur d'une réduction de la peine, M. Covert est resté ferme, réitérant la condamnation à perpétuité. À l'issue de l'audience, Amanda Crawford, la fille du policier tué, a embrassé ses proches à l'extérieur de la salle d'audience et a déclaré qu'elle continuerait à faire son coming out, quel que soit le nombre d'appels interjetés dans cette affaire. À la troisième fois, on peut voir qu'il est fatigué des condamnations et des nouvelles condamnations, et qu'il agit avec encore plus de nonchalance que la première fois. Mais l'histoire de Nicholas Lindsay est complexe. Une vie marquée par un passé trouble et une série de mauvaises décisions qui ont eu un effet dévastateur. Né le 18 janvier 1995, Nicholas Lindsay avait déjà un casier judiciaire pour des délits non violents tels que le vol et l'intrusion. Bien qu'il ait été présent à l'école le jour de la fusillade, il avait manqué 40 jours pendant l'année scolaire. Son directeur et ses professeurs le décrivaient comme un adolescent typique qui se pliait à l'autorité, mais sa page Facebook révélait une facette différente, associée à l'activité des gangs. Le maire de St. Petersburg, Bill Foster, qui avait rencontré Lindsay lors d'un événement de sensibilisation en 2010 après sa première arrestation pour vol qualifié, a exprimé sa déception face à la descente de Lindsay dans la violence. Il avait été impressionné par le potentiel et la détermination du jeune homme à réussir dans la vie, ce qui rendait les événements ultérieurs d'autant plus déchirants. La nuit du meurtre, l'agent Crawford a répondu à un appel concernant une personne suspecte près du Tropicana Field. Un homme avait été aperçu tenant une brique dans son jardin et sautant une clôture, soupçonné de vouloir commettre un cambriolage. Crawford arrive sur les lieux, repère Lindsay et s'approche de lui. La situation devient mortelle en un instant, Lindsay tirant plusieurs coups de feu à bout portant. La chasse à l'homme, alimentée par les conseils de la communauté, a conduit à l'arrestation de Lindsay la nuit suivante. Après avoir donné des versions contradictoires, Lindsay a fini par avouer la fusillade, corroborant ainsi les preuves recueillies par la police. La mère de Lindsay, Deneen Sweat, a raconté le moment où elle a réalisé que son fils pouvait être impliqué. En entendant la description du suspect, elle a exhorté son fils à se manifester et à dire la vérité. Debout à ses côtés, elle a assisté à ses aveux à la police. Un moment déchirant pour tout parent. Une jeune vie perdue dans la criminalité, tout comme Deasia Green, une jeune fille de 15 ans assassinée par Joshua Coleman. Joshua Coleman. Dans une affaire très triste survenue à Toledo, dans l'Ohio, Joshua Coleman, 16 ans, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Deasia Green, 15 ans. L'histoire tragique a commencé lorsque Deasia a disparu de son domicile de Toledo, il y a plus d'1 an. Coleman, qui passait du temps avec Deasia et séjournait même parfois chez elle, est devenu le principal suspect. Les raisons pour lesquelles Coleman a choisi de s'en prendre à Deasia ne sont toujours pas claires. Les procureurs ont révélé que Coleman avait tiré sur Deasia à l'arrière de la tête dans une allée du centre de Toledo. Un acte brutal qui a entraîné la mort de la jeune fille. Malgré son silence sur le mobile, la procédure judiciaire a montré une séquence d'événements tordus. Le dossier de l'accusation a été renforcé par un témoin oculaire clé qui a identifié Coleman comme étant le tireur. Coleman a été appréhendé quelques jours seulement après la découverte du corps de Deasia dans une allée du bloc 1300 de Page Street. L'arrestation a eu lieu après qu'un juge a transféré l'affaire au tribunal pour adultes.
DeAsia avait été porté disparu par sa famille plusieurs jours avant que son corps ne soit retrouvé. Connu pour ses fugues occasionnelles, cette fois-ci, sa disparition a suscité une grande inquiétude. Sa mère, Tehria Hill, a fait une déclaration émouvante devant le tribunal, décrivant DeAsia comme un papillon social plein de vie, dont la mort avait dévasté sa famille, en particulier ses deux jeunes sœurs. Les larmes aux yeux, Madame Hill a exprimé son angoisse et s'est demandé pourquoi un destin aussi cruel avait frappé sa fille alors que Coleman avait encore un avenir devant lui. Cependant, tout au long de la procédure judiciaire, Coleman est resté stoïque et silencieux, ne donnant aucune explication à ses actes. Son avocate, Anne Baronas, a qualifié l'affaire de très triste, notant que Coleman n'avait que 15 ans au moment des faits. Mais le procureur Jennifer Donovan a au moins salué la bravoure des témoins oculaires qui se sont manifestés, reconnaissant que sans leur courage, la justice n'aurait peut-être pas été rendue. Pour ajouter à la tragédie, les enquêteurs ont confirmé que DeAsia Green était la fille de DeAndre Green, victime d'un homicide en 2010. Bien qu'il n'y ait aucun lien entre les deux affaires, cette révélation n'a fait qu'aggraver la tristesse de l'histoire de sa famille. Coleman a plaidé coupable de meurtre et, dans le cadre d'un accord sur le plaidoyer, les accusations d'agression criminelle et d'utilisation d'une arme à feu ont été abandonnées. Coleman était si froid lors de la condamnation que lorsque le juge lui a demandé s'il voulait dire quelque chose, il a simplement répondu par la négative. Le juge Michael Goulding a condamné Coleman à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans. La condamnation de Joshua Coleman a permis de rendre justice à DeAsia Green et à sa famille en deuil. Mais la douleur de la perte d'une si jeune vie persistera longtemps après la fin des procédures judiciaires. Coleman pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2039, mais les cicatrices laissées par cet acte de violence insensé perdureront pour les proches de DeAsia. Mais au moins, Coleman n'a rien dit, parce que Donta Wright s'est activement moqué des victimes de ces crimes meurtriers. Donta Wright. Le 24 juillet, une scène douloureuse s'est déroulée dans la salle d'audience du comté de Washtenaw, alors que le juge David S. Swartz présidait la sentence de Donta Wright, un jeune homme de 17 ans qui avait plaidé coupable de la mort par balle de Jordan Klee, un lycéen d'Ann Arbor. La nuit éprouvante qui a mis fin à la vie de Jordan Klee s'est déroulée le 4 octobre 2016, lorsqu'il a été retrouvé mort près de la coopérative Pine Lake Village à Ann Arbor. Wright, ainsi que Jermarius Ellison et Delreno Gracie, tous deux âgés de 17 ans, ont été accusés d'un vol raté visant des drogues, des vêtements et des chaussures. Wright a finalement admis avoir tiré sur Klee au cours de cette tentative de vol chaotique. La salle d'audience était remplie de tristesse et de douleur lorsque la famille de la victime a fait part de ses émotions. La mère de Jordan Klee, Karen Klee, a pleuré en parlant de la perte de son fils. Elle a évoqué la douleur de manquer des moments comme le bal de fin d'année et les vacances, ainsi que les cauchemars dans lesquels elle l'entendait crier pour elle. Pendant ce temps, M. Wright souriait et secouait la tête, ne semblant pas affecté par leur chagrin, ce qui a entraîné une sévère réprimande de la part du juge Swartz. Le juge Swartz a exprimé sa frustration et sa colère face aux actions de Wright. Cet avertissement sévère a donné lieu à une pause de près d'une heure, pendant laquelle le procureur adjoint du comté de Washtenaw, John Vella, s'est entretenu avec la famille de Klee pour savoir si elle souhaitait poursuivre l'accord sur le plaidoyer ou aller jusqu'au procès. Il faut savoir que Klee était accusé de conspiration en vue de commettre un vol à main armée, de vol à main armée, de meurtre au second degré et d'utilisation d'une arme à feu à des fins criminelles. En fin de compte, la famille a décidé d'accepter l'accord de plaidoyer, cherchant à tourner la page et à entamer le processus de pardon. Wright a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée et meurtre au second degré. En outre, il a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour avoir utilisé une arme à feu à des fins criminelles. L'accord de plaidoyer a non seulement permis d'écarter les accusations de meurtre ouvert, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un vol sans arme et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un vol, mais il a également évité à Wright d'être inculpé dans l'affaire de l'assassinat de Keandre Duff, âgé de 20 ans, à Ypsilanti, en 2015, dans le cadre d'un gang. L'avocat de la défense, David Goldstein, a pris la défense de Wright, s'excusant pour le comportement inapproprié de son client dans la salle d'audience. Il a attribué les rictus et les secousses de tête de Wright à la peur, à la jeunesse et à des problèmes de comportement, insistant sur le fait que l'âge et l'état mental de Wright rendaient difficile l'expression d'une peur et d'un remords sincère. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'il s'agit de peur? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un mal absolu? C'est ainsi qu'il a réagi à une éventuelle condamnation à perpétuité. Quoi qu'il en soit, le drame de la salle d'audience s'est aggravé
avec des discussions sur les liens présumés de Wright avec le célèbre gang Finesse d'Ypsilanti. La police a attiré l'attention sur une lettre manuscrite que Wright aurait envoyée à un meurtrier condamné lié au gang, dans laquelle un rap faisait référence aux morts du gang et à ses futures cibles. Wright a nié avec véhémence toute implication, affirmant qu'il n'avait pas écrit la lettre. Après la condamnation, la mère de Wright, Antoinette Carter, a défendu avec passion l'innocence de son fils dans le meurtre de Clee, invoquant des problèmes de santé mentale non révélés. Elle a exprimé sa tristesse à l'égard de la famille Clee, mais aussi son chagrin d'avoir perdu son fils à cause du système pénitentiaire. Mais elle l'a fait d'une manière qui ne montre aucun remords à l'égard de la famille de la victime. Mais ce n'est pas le pire cas de cette liste. Le cas suivant concerne le meurtre d'un enfant de 6 ans par un enfant de 12 ans, ce qui a donné lieu à une affaire historique. Lionel Tate. Lionel Alexander Tate, né le 30 janvier 1987, est devenu le plus jeune citoyen américain condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence qui a été annulée par la suite. Cette condamnation a été annulée par la suite, mais le fait qu'elle ait eu lieu est tout de même incroyable. Les ennuis judiciaires de Tate ont commencé alors qu'il n'avait que 12 ans, en 1999, lorsqu'il a été accusé du meurtre de Tiffany Eunick, âgée de 6 ans, dans le comté de Broward, en Floride. Le 28 juillet 1999, Tate s'est retrouvé seul avec Tiffany, sa cousine, qui était gardée par la mère de Tate, Kathleen Grossette Tate. Les enfants jouaient en bas lorsque la mère de Tate leur a demandé de se taire. Environ 45 minutes plus tard, Tate a informé sa mère que Tiffany ne respirait plus. La gravité des blessures de Tiffany était choquante. Elle avait des ecchymoses sur les jambes, les pieds et le cou, une fracture du crâne, une lacération du foie, une côte fracturée et un cerveau enflé. La force de ces blessures a été comparée à celle d'une chute d'un immeuble de 3 étages. On ne peut qu'imaginer le choc qu'a ressenti la mère. Plus tard, en janvier 2001, Tate a été condamné pour meurtre au premier degré. Le juge Joel T. Lazarus de la Broward County Circuit Court a qualifié les actes de Tate de froid, insensible et d'une cruauté indescriptible. La règle de l'homicide volontaire en Floride, en vertu de laquelle M. Tate a été condamné, exige seulement que l'accusé ait sciemment commis un acte de maltraitance d'enfant ayant entraîné la mort, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il avait l'intention de tuer ou de blesser. La condamnation de Tate à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle a suscité une vive controverse et un débat sur le traitement des délinquants juvéniles aux États-Unis. Les critiques ont fait valoir qu'il était injuste de condamner un préadolescent sans prouver qu'il avait l'intention de commettre un acte ou qu'il en comprenait les conséquences. En janvier 2004, la condamnation de Tate a été annulée en appel en raison de questions relatives à son aptitude mentale au moment du procès. Cela lui a permis d'accepter un accord de plaidoyer qui a abouti à sa libération après 1 an d'assignation à résidence et 10 ans de mise à l'épreuve. Les larmes aux yeux. Il a été remis à la garde de sa mère. Mais les ennuis de Tate ne s'arrêtent pas là. On pourrait s'attendre à ce qu'il reste à l'écart des ennuis. Mais le 23 mai 2005, il a été accusé de cambriolage à main armée, de vol à main armée et de violation de la probation après avoir menacé un livreur de Domino's Pizza avec une arme de poing. Bien qu'aucune arme n'ait été retrouvée, Tate a été accusé d'avoir volé le livreur et d'avoir agressé un autre occupant de l'appartement. En mars 2006, il a accepté une négociation de peine et a été condamné à 30 ans de prison pour avoir violé sa mise à l'épreuve en possédant une arme lors du cambriolage. Cette peine a été confirmée en appel en 2007. Merci d'avoir regardé. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants sur les tribunaux.